Imaginez une échelle avec des barreaux numérotés de 0 en bas à 10 en haut. Le haut de l'échelle représente la meilleure vie possible pour vous, et le bas de l'échelle représente la pire vie possible pour vous. Sur quel barreau de l'échelle diriez-vous que vous vous situez personnellement en ce moment? Avant toute chose, essayez vous aussi de répondre à cette question. Dans les commentaires, écrivez le chiffre qui vous vient en tête, spontanément. C'est bon? Parfait. L'étude du bonheur est un sujet scientifique fascinant. Dans de nombreux laboratoires de la planète, des chercheurs tentent de déterminer quels facteurs nous rendent le plus heureux. Ils travaillent à savoir à quel point l'argent, la célébrité, la famille, la génétique, les grands événements de la vie ou les conflits affectent notre bonheur. C'est un domaine où les études s'étalent sur plusieurs générations de chercheurs et où les cobayes sont des millions d'êtres humains. Certaines de leurs découvertes sont vraiment surprenantes. C'est ce qui m'a amené à venir ici en Ukraine pendant l'été 2024. Je voulais comprendre de quelle façon la guerre influence le bonheur des Ukrainiens. Voici une étude publiée en 2023 par l'Institut international de sociologie de Kiev. Depuis plus de 20 ans, les chercheurs de cet institut demandent aux Ukrainiens « Pensez-vous être une personne heureuse ?» Et le résultat est ce graphique qui montre l'évolution du nombre de gens qui répondent « oui ». En janvier 2001, seulement 38% des gens interrogés se disaient heureux, et en 2023, ce chiffre avait presque doublé. Mais ce qui est vraiment surprenant se situe dans cette partie du graphique. En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, dans ce qui est la plus grosse opération militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et quelques mois plus tard, en septembre, les chercheurs ont posé leur question habituelle aux Ukrainiens. Êtes-vous heureux? Le résultat était tout à fait contre-intuitif. La proportion de oui a certes diminué, mais de seulement 3% par rapport à l'année précédente. Encore plus étonnant, l'année suivante, en 2023, cette proportion de gens heureux est remontée jusqu'à un niveau comparable à ce qu'il était avant l'invasion, alors même que l'Ukraine était toujours impliquée dans un conflit existentiel. Ce résultat est très étonnant. Comment une guerre peut-elle si peu influencer le bonheur des gens qui la subissent? On peut être incrédule. Alors j'ai contacté le directeur de cet institut et on s'est retrouvé dans un café à Kiev pour en parler. My name is Anton Grushetsky. I'm Executive Director in Kyiv International Institute of Sociology. For more than 30 years, we trace public moods and opinions in Ukraine from different areas like politics, social issues, corruption, etc. And we could say how moods and opinions of Ukrainians changed over the last years, and especially because of full-scale invasion. Je lui ai demandé sa méthode pour s'assurer que les réponses des participants soient sincères. Actually, after the full-scale invasion, we conducted several what is called methods experiments to evaluate: do we still receive representative samples? Do Ukrainians are still ready to answer our questions? How sincere they answers? Because there are some techniques to estimate the sincerity of the answers. And actually, the results show that people are willing to participate in surveys, that they are sincere with their answers, even for some sensitive questions. And in case of happiness, actually, it's not a sensitive questions for Ukrainians. Actually, Ukrainians like to complain. La discussion sur la méthode a continué assez longtemps et il est très clair que l'Institut met tout en œuvre pour que ces données soient vraiment représentatives. It's not because Ukrainians do not think about the war, because our recent data we published yesterday showed that like almost 80% of Ukrainians lost someone, friends or relatives because of war. Huge people felt separation, but at the same time Ukrainians see something good in this life, in our lives, and still find the ways to be happy. Les chercheurs se demandent comment la guerre impacte le bonheur des populations civiles depuis les années 30, au moins, 1830. En mesurant le bonheur de survivants de conflits, ils ont pu montrer des corrélations entre les deux variables, ou plutôt l'absence de corrélation. Au Kosovo, par exemple, ce papier a montré que l'intensité du traumatisme n'était pas du tout liée au bonheur 3 ans après le conflit. Comme les chercheurs l'écrivent eux-mêmes, la détresse liée à la guerre n'a pas eu d'impact sur la satisfaction de vie dans cette étude. Ce travail de recherche sur la guerre en Bosnie déclare également « Nos régressions montrent que les scores de satisfaction de vie ne sont pas statistiquement significativement associés à l'exposition aux conflits armés. » Et dans celle-ci, qui s'intéresse à toute l'Europe, l'effet de la guerre n'est pas plus significatif. Lorsque des effets sont détectés, ils restent assez faibles, et la probabilité d'être malheureux augmente de seulement 5 à 10% après avoir fait l'expérience d'un conflit armé. Je vous l'accorde, c'est très contre-intuitif. Si on m'avait demandé « Est-ce que la guerre rend les gens malheureux ?» avant que je fasse les recherches pour cet épisode, j'aurais répondu un grand « Oui, bien sûr, c'est évident ». Et j'imagine que vous aussi,
Mais les études ne montrent pas ça. Il faut se rendre à une conclusion assez dérangeante, c'est que notre intuition n'est pas très forte pour savoir ce qui impacte notre joie de vivre. Le bonheur est un concept flou. L'ataraxie, recherchée par certaines écoles philosophiques de Grèce antique, ne correspond pas du tout à l'ikigai japonais, ni au bonheur qui est vendu aujourd'hui dans les formations de développement personnel. La recherche sur le bonheur s'intéresse tout particulièrement à deux concepts différents. La joie qu'on ressent à un moment donné, c'est-à-dire l'émotion fugace qui peut changer de nombreuses fois au cours de la journée, et la satisfaction de vie, beaucoup plus générale et évaluée a posteriori. Parce qu'on s'intéresse à l'évolution du bonheur sur le long terme, c'est surtout de la satisfaction de vie dont on va parler ici. Pour la mesurer, il y a une méthode toute simple. Il suffit de laisser les gens répondre à cette question. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes heureux comment? Не більше 5 з 10-бальної. На даному етапі свого життя, напевно, я на рівні досягання лише щастя. Я тільки пізнаю, що таке щастя. І, напевно, я буду щаслива, коли побачу свободу в своїй країні і в своїх діях. В наших реаліях це, напевно, саме головне зараз. Je n'ai pas inventé la question de l'échelle du bonheur. Sa formulation précise vient d'un chercheur qui lui a donné son nom dans les années 60, l'échelle de Cantril. Des millions de gens y répondent depuis des décennies et elle est aujourd'hui à la base de milliers d'études, comme ce rapport mondial sur le bonheur, qui publie tous les ans des statistiques sur l'évolution de la joie de vivre dans l'humanité. Ce travail est le fruit de la coopération entre de nombreux organismes, dont l'ONU, et on peut vraiment le comprendre comme le rapport du GIEC, mais pour le bonheur. Au lieu de la température, les chercheurs suivent l'évolution de la joie de vivre dans de très nombreux pays et essaient de comprendre ce qui l'améliore ou l'empire. Et à la base de tout ça, cette simple question « Salut, ça va sur 10 ?» Je suis à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, et à 30 km d'ici, l'armée ukrainienne se bat contre l'armée russe. La ville a subi beaucoup d'attaques depuis le début de l'invasion. Des tirs d'artillerie, des bombes planantes, des missiles, des drones, etc. Les sirènes qui annoncent des raids aériens sonnent plusieurs fois par jour, et mon téléphone passe son temps à me dire d'aller me réfugier dans un abri. Le quart de la ville aurait été endommagé par cette campagne militaire, et ça se voit. Une autre façon de s'en rendre compte, c'est de regarder les fenêtres. La première fois que des vitres éclatent à cause d'une explosion, on les remplace, et la deuxième fois, on met un panneau d'OSB à la place. Une partie de la population est partie plus à l'ouest, à Kiev ou à Lviv ou à l'étranger, et ceux qui restent se sont adaptés. Les universités sont toujours ouvertes, les bars et restaurants aussi. Bref, la vie continue pendant que, à 30 km d'ici, des voisins, des amis ou des proches sont en train de lutter dans des tranchées qui sont pilonnées par de l'artillerie. À Kharkiv, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment hors du commun, et notamment Mikola. Il y a plus de 10 ans que Mikola a transformé ce sous-sol de Kharkiv en atelier pour les jeunes qui veulent développer leur talent artistique. Асистент для юних, але геніальних художників. Au plus fort des bombardements, il servait aussi d'abri anti-aérien. Aujourd'hui, les missiles continuent de tomber, mais comme c'est moins fréquent, les enfants y font surtout de l'art et des goûters d'anniversaire. J'ai évidemment voulu savoir à quel point Mikola était heureux. Щастя завжди залежить від чого? Від того, що ти, яку ти собі ціль ставиш і як ти її досягаєш. Блін, я ускладню, так? Ну, то якщо казати про студії, це максимальне щастя в тому плані, що я що хотів, то й відбулось. То я іноді так 10 на 10 відчуваю. Но інша справа, що ми знаходимося в стані війни, є якась штука, яка виштовхує з цього звичного, коротше, намагається мене підштовхнути. Ну, тому так, от такі, як це, гойдалки. Cette réponse illustre l'une des failles bien connues de l'échelle de Cantril. Les gens ont parfois tendance à répondre avec des extrêmes. Les raisons peuvent être multiples, pour évacuer la question rapidement, pour faire plaisir à l'expérimentateur, ou pour mettre l'emphase sur leurs émotions. Ou encore autre chose. Mesurer le bonheur est compliqué, et ces réponses extrêmes ne sont qu'un des nombreux défis que rencontrent les chercheurs du domaine. Un problème fondamental, c'est que les niveaux de bonheur ne correspondent pas forcément d'une personne à l'autre. Mon 7 sur 10 est peut-être un 8 ou 9 pour vous, et il est impossible d'être sûr que les barreaux de l'échelle correspondent à la même émotion chez tout le monde, dans toutes les cultures. Prenons les systèmes de notation à l'école, par exemple.
Aux Philippines, avoir 75% est le minimum pour réussir un examen, soit l'équivalent d'un 15 sur 20 en France. Au Japon, c'est 60%, en France, c'est 40%, et en Finlande, avoir 1 sur 5 ou 20% suffit. Une étude a trouvé une corrélation entre ce seuil et la note que les gens donnaient à leur bonheur. Ça peut paraître absurde, mais c'est en fait assez logique. Si on a intégré depuis tout petit qu'avoir 15 sur 20 est le minimum pour passer à un examen, on répondra qu'on est à 15 sur 20 de bonheur quand la vie est tout juste agréable. Cet effet d'ancrage est l'un des nombreux facteurs que les chercheurs doivent prendre en compte pour pouvoir faire des comparaisons valables entre les pays. De façon générale, l'évaluation du bonheur est très personnelle et subjective, et nous avons en chacun de nous de très nombreux mécanismes psychologiques qui en biaisent la mesure. On va s'intéresser à un seul d'entre eux, la mémoire. L'un des résultats de psychologie les plus importants de ces dernières décennies, c'est que notre mémoire est très loin d'être infaillible. Les travaux de Elizabeth Loftus et ses collègues montrent que la mémoire n'est pas comme des fichiers dans un disque dur. Lorsqu'on essaye de se rappeler d'un événement, on le recrée à moitié. Et il arrive qu'on change également notre perspective dessus. On y reviendra probablement dans d'autres épisodes, mais le résultat c'est que nous sommes globalement assez mauvais à nous souvenir de notre bonheur sur le long terme. Un chercheur a demandé à des donneurs de sang de se remémorer ce qu'ils avaient ressenti 2, 10 ou 50 jours après l'acte. Comparant ces résultats avec des sondages effectués au moment du don, ce chercheur a constaté que plus le don du sang avait eu lieu il y a longtemps, plus les donneurs s'en souvenaient comme d'un événement anxiogène. Le temps passant a radicalement changé le souvenir de leur bonheur. Les chercheurs ont tout un tas de méthodes pour éviter ces biais, par exemple en appelant les gens tous les jours pour avoir un compte-rendu très fiable de l'évolution de leur bonheur, mais la conclusion, c'est que la mesure du bonheur qu'on fait en demandant aux gens ce qu'ils ressentent est biaisée, de façon irrémédiable. Percevoir de façon lucide sa propre satisfaction n'est pas si simple, et le débat sémantique de ce que veut vraiment dire bonheur complexifie encore plus le sujet. Mais au final, ce n'est peut-être pas si important. La subjectivité de la mesure n'est pas un si gros problème, puisque le bonheur est un ressenti subjectif. Lorsqu'on demande si les gens sont heureux, on veut réellement savoir si eux se considèrent heureux, subjectivement, et quoi que ça veut dire pour eux. Pour étudier ça, un comment ça va sur 10 est une mesure tout à fait adaptée. Ceci nous offre une conclusion importante. On peut étudier le bonheur comme on le ferait avec n'importe quelle autre variable corporelle, comme la taille ou le poids. Son caractère subjectif et ses innombrables définitions ne sont pas du tout un obstacle, et l'étude du bonheur a mené à des révélations vraiment intéressantes qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi la guerre n'a pas tant impacté que ça les statistiques du bonheur en Ukraine. Просто як вас звати? Іра. Іра. Ірида. Щаслива людина, ну, середня десь. Cette phrase est frappante parce qu'elle illustre un fait bien connu. 30 à 40% de la différence en bonheur est héréditaire. Autrement dit, votre niveau de bonheur dépend pour au moins un tiers d'un bagage qui vous est livré à la naissance. C'est énorme, et notre biologie est de très loin le facteur unique qui influe le plus sur la satisfaction de vie. Ce résultat étonnant a été confirmé par de nombreuses études différentes, mais l'une des plus frappantes s'est intéressée à des jumeaux. La méthode consiste à comparer les scores de bonheur de vrais jumeaux, au patrimoine génétique identique, et ce lorsqu'ils sont élevés dans la même famille ou quand ils sont adoptés dans des familles d'accueil différentes. La part héréditaire génétique du bonheur peut être estimée grâce à ces jumeaux. S'ils ont des scores équivalents alors qu'ils vivent dans des environnements totalement différents, c'est que leur ADN est responsable. Nous n'avons aucun contrôle sur ce facteur-là, bien qu'il influence entre le tiers et un peu moins de la moitié de notre satisfaction de vie. Les gènes influencent notre cerveau et notre personnalité, le cerveau et la personnalité influencent nos émotions, donc il n'est pas absurde d'imaginer un certain déterminisme dans le bonheur. Malgré le poids assez lourd du bagage biologique, il reste entre 60 et 70% du bien-être qui dépendent d'effets environnementaux au sens très large. L'argent, la famille, les événements de la vie, et ainsi de suite. Ah oui, au fait, cette dame sur le banc, je pense pas que ce soit un très bon exemple du poids de la génétique. Comme elle le dit elle-même, Потому что война, потому что мне родственники на войне находятся, воюют за Украину, поэтому, чтобы счастливо быть людьми. Если не было войны, тогда да. En fait, cette dame est probablement un très bon exemple du deuxième facteur le plus important, la thune. La bonne nouvelle d'avoir un bonheur mesurable, c'est qu'on peut trouver plein de corrélations avec de très nombreuses variables. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut trouver plein de corrélations avec de très nombreuses variables. Il y a un déluge d'études qui ont trouvé des liens entre le bonheur et la beauté, le bonheur et la richesse, le bonheur et la qualité des institutions publiques, le bonheur et la foi, le bonheur et les accidents de la vie, le bonheur et la naissance d'un enfant, etc., etc. Cependant, la recherche a montré qu'il y avait quand même des grandes lignes universelles, des facteurs qui influencent sur notre capacité à être heureux, quel que soit notre pays de naissance.
Напевно, це буде 8. Я думаю, що 8, да. 8. Yes. Где-то 5. What's your name? Анна. Маргарита. Я інтерн, анестезіолог-реаніматолог. Поступила в цьому році на інтернатуру, ось і буду працювати. Я працюю нянечкой у детском садику, сейчас онлайн. Anna appartient à une classe sociale assez privilégiée. Grandes études, perspective d'avoir le salaire confortable d'un médecin. Le métier de Mariarta paie beaucoup moins bien et elle a une famille à charge. Ce n'est pas la seule explication pour cette différence de bonheur, bien sûr. Nous sommes toutes et tous des individus complexes, avec 2000 choses différentes qui impactent notre humeur à chaque instant, mais le contraste de ces deux jeunes femmes, de deux classes sociales différentes, était beaucoup trop frappant pour ne pas s'en servir d'illustration. Dans tous les cas, Anna vous passe le bonjour. Le consensus scientifique est clair. Les pays plus riches ont des citoyens plus heureux, et les citoyens les plus riches au sein d'un pays sont aussi les plus heureux. Contrairement à l'adage, l'argent fait le bonheur. En 2010, les deux prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et Angus Deaton publient une étude dans laquelle ils montrent que le bonheur augmente avec les revenus jusqu'à environ 75 000 $ par an. Ensuite, il y a un plateau. Conclusion, être riche c'est cool, mais jusqu'à un certain point. Puis, un peu plus de 10 ans plus tard, un jeune chercheur montre que non, en fait, il n'y a pas de plateau. Être riche c'est cool. Point. Un débat scientifique se crée entre les deux camps qui décident alors de faire ce qu'on appelle une collaboration contradictoire. Les chercheurs qui ne sont pas d'accord travaillent ensemble à élucider l'origine du problème. Ce qu'ils ont fait en confirmant le résultat. Pour la grande majorité des gens, il n'y a pas de limite au bienfait du fric sur votre niveau de bonheur. Certes, l'effet d'un dollar est plus faible quand on en a déjà 1 milliard dans des comptes offshore, mais il a un effet malgré tout. Et en moyenne, les gens qui ont 10 millions sont plus heureux que les gens qui ont 1 million, qui sont eux-mêmes plus heureux que ceux qui ont 100 000, et ainsi de suite. Ces études ont été certes faites sur un public américain, sans doute plus obnubilé par l'argent que nous, Européens, qui sommes évidemment plus intéressés par la culture, la philosophie et l'art, mais rappelez-vous, on observe ce schéma à l'échelle de tous les pays, y compris en France. L'Ukraine ne fait pas exception, et même s'il y a eu plusieurs soubresauts, son PIB par habitant a augmenté depuis les années 90, ce qui peut aider à expliquer sa courbe de bonheur. Dans certains pays où les richesses sont très mal réparties, comme les US par exemple, le bonheur moyen n'augmente pas, puisque la majorité de la population ne profite pas des fruits de la croissance économique. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez des suggestions de lecture en description, parce qu'il serait impossible d'en faire le tour en quelques minutes, mais le point important c'est que le bonheur des habitants d'un pays est très lié à son économie, à la liberté d'entreprise, à l'existence d'un marché libre et d'institutions économiques fiables. Je pense que c'est important d'être dit. Il y a des adages de sagesse populaire qui se murmurent dans les rayonnages de librairies alternatives dédiées au voyage éco-conscient, qui sont lâchés sans pression par des quarantenaires cadres supérieurs en vacances, des « il ne faut pas grand-chose pour être heureux » et des « ils n'ont pas de montre, mais ils ont le temps ». Cette idée selon laquelle le bonheur pourrait être totalement déconnecté des basses préoccupations matérielles est apparemment vraiment très mal informée. Bien sûr, tout n'est pas lié à l'argent directement. La présence de liberté politique, d'une administration publique pas trop corrompue, d'un système de santé efficace ou d'espaces verts, tout ça a aussi un impact sur notre bien-être. Mais ces choses-là ont besoin d'une économie efficace pour exister, parce que c'est difficile d'équiper des hôpitaux en IRM quand on n'a pas de sous, et depuis la chute du bloc soviétique, l'Ukraine a fait des avancées considérables dans la plupart de ces domaines, sauf peut-être les espaces verts, qui avaient l'air d'être totalement incroyables déjà à l'époque. Merci madame pour ça. Cependant, je restais vraiment étonné de la satisfaction de vie de gens qui vivent à quelques kilomètres des combats, donc j'ai voulu y voir plus clair en allant à ce qui a été pendant plusieurs mois l'autre côté de la ligne de front. Je suis dans la périphérie d'Izium, qui est un village à l'est de l'Ukraine. Et Izium est un endroit qui a été occupé pendant plusieurs mois par les forces d'occupation russes. Et en septembre 2022, on a découvert ici un charnier avec environ 400 personnes, 450 personnes qui ont été enterrées à la hâte par les forces d'occupation russes. Tous les signes pointaient vers des actes de violence extrêmes sur ces gens qui ont été enterrés dans ce charnier. Donc Izium a vécu un énorme traumatisme. La ville a été détruite à 80% et ils ont vécu un crime de guerre monumental. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il est possible pour les gens qui habitent Izium aujourd'hui de se dire heureux? Est-ce que c'est possible de ressentir encore du bonheur quand son voisin, ses proches, ses amis ont été enterrés à la hâte par une armée d'occupation qui les a tellement mutilés qu'aujourd'hui ils sont
Ils sont même plus identifiables et qu'on peut même pas mettre leur nom sur la croix. C'est vraiment très très dur de saisir l'ampleur de la violence qu'a vécu Izium. Je crois que ça se voit un peu sur mon visage, d'ailleurs. Après une bataille qui a duré 1 mois, la ville d'Izium est tombée aux mains de l'armée russe qui l'a occupée pendant 5 mois. Pour dissuader toute rébellion locale, les soldats ont installé des chambres de torture et ont procédé à des exécutions sommaires. La ville a fini par être libérée il y a 2 ans, en septembre 2022, mais le souvenir des nombreux crimes de guerre reste très présent chez les habitants. Désolé pour la qualité du son, le vent était vraiment très très violent sur cette colline. Трошки складне запитання, тому що з одної сторони я можу себе поставити на 9, а з другої сторони, мабуть, на 2 все-таки. Дуже людей багато гине. Дуже багато моїх знайомих, моїх рідних загинуло вже. Ну і це, звісно, дуже печально. Les traumatismes sont un aspect évident de la recherche sur le bonheur et sont étudiés sous l'ombrelle générale des événements de vie. Les probabilités de voir votre ville détruite par de l'artillerie sont minimes, enfin j'espère en tout cas, mais au cours de votre vie, comme la plupart des gens, vous ferez des expériences très impactantes pour votre bonheur. Avoir des enfants, tomber malade, être en deuil, en situation de handicap, au chômage, se marier et divorcer, toutes ces choses pourront être vécues par la majorité d'entre nous à un moment ou un autre. En suivant l'évolution de la satisfaction après chacun de ces événements, les chercheurs se sont rendus compte que tous n'avaient pas le même impact. Voici les résultats d'une étude très importante, qui a impliqué plus de 130 000 Allemands entre 1984 et 2003. La perspective de se marier fait un peu augmenter le bonheur, qui revient au niveau d'avant en 2 ans à peu près. Le divorce, en revanche, a un effet très clairement positif, et l'effet dure plus de 5 ans. Donc, statistiquement, le divorce aide plus à être heureux que le mariage. Faites ce que vous voulez de cette information. Le deuil du partenaire romantique crée une diminution brutale du bonheur, normal, c'est horrible, et ça pendant 1 an ou 2. La naissance d'un enfant diminue les niveaux de bonheur, et pour 5 ans, au moins. Il y a une littérature plutôt complète sur le sujet de la satisfaction chez les parents, et bon, la conclusion c'est que si vous fondez une famille pour kiffer les années qui arrivent, ben c'est peut-être pas la meilleure option. Et enfin, ne pas avoir d'emploi est une des variables qui impacte le plus le malheur, et ce pendant des années et des années. La quantité totale de bonheur ou de malheur créée par une situation est l'air qui est sous la courbe. Et si on compare celle du deuil à celle du chômage, par exemple, on peut se rendre compte qu'on a encore une fois d'assez mauvaises intuitions sur l'impact relatif des événements de nos vies. Certes, le bonheur n'encapsule pas non plus toutes les dimensions d'une vie, on peut se dire très heureux mais être tout cassé à l'intérieur, tout ça est sans doute vrai. Néanmoins, c'est intéressant de constater que nous avons une capacité de résilience assez impressionnante pour rebondir après des événements vraiment traumatisants et revivre une vie heureuse malgré tout. So, like, between 3 and 4. Oh, wow. До війни? Да. На 10. So, Ну, я вам могу рассказать, если хотите. so she can tell У us. меня дом находится там внизу. Это 5-этажка, которая разбита на 2. Cette fille était dans cet immeuble quand il a été bombardé. J'avais enregistré un épisode juste devant quelques heures plus tôt, et je savais pas que des gens avaient survécu à ça. L'idée qu'on revient toujours au même état de bonheur, quelles que soient les choses que la vie nous envoie au visage, est connue depuis les années 70 sous le nom d'adaptation hédonique. Très simplement, nous aurions chacun un niveau de bonheur donné, auquel nous reviendrions spontanément après un événement majeur. Il ne servirait à rien de courir après une nouvelle source de satisfaction, puisque fatalement, on s'y adaptera toujours. Ce nouveau téléphone, ce road trip en van ou gagner à la loterie n'aurait, sur le long terme, aucune importance. Selon ce modèle, nous marchons sur un tapis roulant et nous restons à peu près à la même satisfaction, bien que nous fassions beaucoup d'efforts pour avoir l'impression d'avancer. Le problème de cette idée, c'est qu'elle est un petit peu fausse. Premièrement, la fameuse étude sur les Allemands montre que près du tiers des participants avaient vu leur bonheur changer sur le long terme après un événement marquant, et ce sans le retour à la normale attendu par la théorie. Ensuite, le tapis roulant hédoniste suggère que peu importe comment et où on vit, on sera toujours aussi heureux. Or, on a déjà vu que c'était pas le cas. Il y a des différences de bonheur entre les pays et à l'intérieur des pays. Les pauvres sont moins heureux que les riches, les vieux moins heureux que les jeunes, les victimes de handicap moins heureux que les gens valides. Et les Finlandais seront apparemment toujours plus heureux que vous. C'est comme ça. Notre capacité d'adaptation existe, elle est réelle, mais elle est loin d'être absolue. Давай. Ну, це моєї мами будинок. Your mother's. Антоніна. Тоня. Антоніна. Тонь. Антоніна. Ні, теж. Яке в мене зараз щастя? Да. 0. 0. Zero. 0. All the time. Ви знаєте, я от уже 3-й рік, я не можу усвідомити, що це правда. Мама померла. Померла, немає мами. Тато помер, мама померла. 14 лютого поховала чоловіка, 24-го війна. І
Я не могла вискочити з дому. Діти, внуки приїхали, в сина було день народження. І вдруг летить літак увечері, пізно, і гух на веселе село. Ми в підвал не могли з хати вискочити, він розвертається, а ну-ка, це ж він істребитель, він швидкий, і опять б'є. Дивимося, там хата горить, там хата горить. Ой, це жах, жах. І отож, чого так нам кажуть, є відновлення, відбудуєте, купите. Починати в такому віці, навіть 50, я вважаю, що починати вже життя прожити. А оце, як нам зробили, я навіть не скажу велике дякую, як в кавичках. Як оце? Вже дуже не заморилася, чесно. Дякую вам, що заїхали. Да. Щасливої дороги. Да. La science du bonheur est fascinante et elle offre des informations précieuses sur le fonctionnement de notre cerveau. Cependant, c'est bien de se rappeler que les trajectoires de vie comme celle de Tonia ne sont pas prises en compte dans toute leur complexité par les études. Ces recherches essaient de détecter des grandes tendances et pour cela, elles s'intéressent à la variation moyenne du bonheur. Grâce à elles, les chercheurs pourront estimer le niveau de bonheur moyen d'une personne de son âge ou le nombre d'années nécessaires en moyenne pour remonter la pente après une catastrophe, mais ils ne pourront faire aucune prédiction précise pour Tonia elle-même. Cependant, les études du bonheur ont le mérite de prouver quelque chose de très important. C'est qu'il est possible, et même assez fréquent, de retourner à une vie heureuse même après avoir tout perdu. Il ne s'agit bien sûr pas de nier la souffrance de ces personnes, mais il faut admettre que ces études ont une leçon assez optimiste à nous offrir. À l'atelier des jeunes artistes, j'ai rencontré Pelagia, 13 ans, et je lui ai demandé quel était son niveau de bonheur à elle. Je suis en 7 ou 8 parce que je ne suis pas triste. Notre vie c'est très magnifique. Nous avons une vie et nous devons prendre tout de cette vie. Après m'avoir dit ça, elle m'a montré ce qu'elle avait appris à faire en roller. Je sais pas vous, mais je trouve que ça fait une bonne conclusion à cet essai sur le bonheur. Je veux vraiment remercier les gens qui soutiennent la chaîne sur Tipeee pour avoir rendu ce tournage en Ukraine possible. Sans vous, ce genre de projet ne pourrait absolument pas exister, donc vraiment, merci. Je veux également remercier les gens incroyables que j'ai rencontrés sur place. Beaucoup d'entre eux m'ont ému et c'était à chaque fois des rencontres assez extraordinaires. Genia était mon fixeur sur place, c'est lui qui a fait la traduction en direct et qui m'a aidé pour tous les aspects pratiques du tournage. Il a aussi un groupe de musique que vous pourrez retrouver en description. Merci à vous toutes et tous d'être là, soyez heureux si votre ADN le permet, et à la prochaine.